Salut, je m'appelle William, je suis auteur et je suis de l'avis que pour s'améliorer en tant qu'auteur, il faut s'améliorer en tant que lecteur. Donc, comme tous les mois, on va revenir sur les bouquins que j'ai lus le mois dernier et on va essayer de trouver ce qui fait leur sel. Et comme tous les mois, on va faire ça des semaines à la bourre. Bref, il se trouve qu'en avril, je me suis fait un petit kiff, je me suis dit tiens, je vais lire uniquement des livres qui ont été adaptés en film. Et tant qu'à faire, des films que j'adore. C'est parti. La Fraternité de l'Anneau de J.R.R. Tolkien, que vous connaissez sûrement sous le nom de La Communauté de l'Anneau, le premier volume de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais la version que j'ai ici, c'est la dernière traduction française en date, celle de 2014 de Daniel Lauzon. Ça va pas changer grand chose, mais si vous connaissez surtout les films, va pas falloir vous étonner de m'entendre parler de Frodo Bessac qui va jusqu'à Fandval pour rejoindre la Fraternité de l'Anneau. Donc oui, c'était la première fois que je lisais le classique Seigneur des Anneaux, mais pour ma défense, l'édition que j'avais de côté jusque-là, c'était celle-ci. Bon voilà, je crois qu'ils ont décidé que les Hobbits allaient être afro-américains. Maintenant j'ai celle-là qui donne quand même vachement plus envie et puis qui est aussi quand même vachement plus sympa à montrer l'image. Puis c'est ponctué de petites illustrations là. Ok, donc là en général j'explique un petit peu de quoi parle le livre. Mais là c'est le Seigneur des Anneaux quoi. 95% des gens qui vont regarder la vidéo savent déjà de quoi ça parle. Donc ce qu'on va faire c'est que je vous fais le pitch vite fait et si vous n'en avez pas besoin, je vous mets Dolly en coin pour vous occuper. La Fraternité de l'Anneau, c'est peut-être le roman de fantasy le plus important ever. On y suit le voyage de Frodo au travers de la Terre du Milieu, alors qu'on l'a chargé de transporter l'anneau unique, un artefact à la fois surpuissant et capable de corrompre même les âmes les plus pures. Première question, pourquoi lui ? Eh bien parce que c'est un hobbit. Les hobbits sont de petits bonshommes joyeux, simples, mais surtout pas très costauds, ce qui veut dire que s'il se fait corrompre, il fera moins de dégâts qu'un mage ancestral ou un demi-dieu ailé. Deuxième question, on le transporte où cet anneau ? On le transporte jusque chez les elfes, où on décidera de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on tente de le détruire, mais ça nous laisse à la merci du grand méchant seigneur des ténèbres qui menace la Terre du Milieu ? Ou est-ce qu'on essaie de l'utiliser contre lui, au risque de se faire corrompre ? Ou pire, qu'il mette la main dessus, et là ce serait vraiment la merde. Le Seigneur des Anneaux, ça parle de plein de choses, mais la plus importante c'est le pouvoir et sa nature destructrice. À la surprise d'absolument personne, c'était une super lecture. Très dense, on sent que ça a été écrit avant que notre temps d'attention soit défoncé par les réseaux, mais une super lecture quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Et bien s'il y a bien un truc pour lequel Tolkien est connu, en plus d'être un prof qui rendait ses cours imbitables pour faire fuir ses étudiants et pouvoir écrire en paix, c'est son world building. La Terre du Milieu a des millénaires entiers de lore, des races, des langues, des religions, ça donne un univers super riche et depuis, tous les auteurs de fantasy partent du principe que si t'as pas assez de lore pour remplir 3 wikis, t'as pas une histoire correcte. Le truc c'est qu'un univers intéressant ça donne pas nécessairement une histoire intéressante, pas à lui seul. Alors pourquoi est-ce que ça marche chez Tolkien et ça foire chez 9 auteurs qui essaient de limiter sur 10 ? L'exposition. L'exposition, c'est le fait de présenter des éléments narratifs au lecteur. En gros, vous êtes auteur, vous avez votre monde dans votre tête, ou sur votre fichier Word, et l'exposition, ça va être le moyen que vous allez utiliser pour mettre ce monde-là dans la tête du lecteur. Vous pouvez le faire au travers du dialogue, au travers de la description, au travers des cartes, c'est trop bien les cartes. Vous pouvez le faire en chanson si ça vous chante. Mais tout ça, c'est pas ce qui va faire que votre histoire sera bonne ou pas. Parce que si la complexité de votre univers est un des piliers de votre récit, il faut que le lecteur en ait quelque chose à foutre. Et vous pouvez être super fier de votre lore, peut-être même à raison, mais le lecteur, lui, il en aura rien à foutre de la guerre d'il y a 3 siècles entre les armées du ciel et les armées de la terre, et de la romance entre les deux princes exilés, si ça lui est présenté comme une conférence sur les Mérovingiens. Pour qu'il en ait quelque chose à foutre, faut que ça affecte quelqu'un ou quelque chose dont il a quelque chose à foutre. Il faut que ça affecte vos personnages. Tiens, pourquoi est-ce que la guerre qui se passe avant le début du Trône de Fer est passionnante à découvrir dans le roman ? Parce qu'elle affecte les personnages qui étaient là à ce moment-là et qui ont été profondément marqués, et ceux qui n'étaient pas encore nés à ce moment-là, mais sur lesquels elle a un impact quand même. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est la même chose, quand Tolkien nous parle de ses races, de ses lieux, de ses créatures, il le fait toujours en tissant un lien avec Frodo et ses compagnons, les endroits où ils sont, les dangers qu'ils sont en train de vivre. Vous pouvez par exemple pas commencer votre roman avec un prologue de 20 pages, avec des notes et des sous-parties. Merde. Ouais, là je suis bien emmerdé parce que le Seigneur des Anneaux commence avec un lore dump colossal. Mais vous savez quoi ? Je l'ai pas lu. En voyant ça, j'ai direct sauté au début de la vraie histoire, et à aucun moment j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose pour comprendre le roman. Finalement, c'est sûrement ça la force du lore de Tolkien. Il est là pour ceux que ça passionne et qui veulent en apprendre plus, mais à aucun moment il est nécessaire pour comprendre l'histoire. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement laisser ça de côté, et une fois que vous avez lu le bouquin et que vous vous êtes attaché au personnage, vous plongez complètement là-dedans. Ou plus probablement aller voir une vidéo de 2h30 sur le lore de la Terre du Milieu.
Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono. Kiki. Alors ce mois-ci j'ai eu le tome 2, mais je me suis dit que j'allais quand même en profiter pour vous parler du premier volume, même si je l'ai lu l'an dernier. Si vous ne connaissez pas Kiki, c'est l'histoire d'une jeune sorcière de 13 ans, et comme toutes les sorcières de 13 ans, elle a atteint l'âge de quitter sa famille et de partir trouver une ville dont elle sera la sorcière. Toutes les sorcières ont leur spécialité, ça peut être des médecins, des cuisinières, des diseuses de bonne aventure, et généralement c'est en lien avec leur pouvoir. Le truc c'est que la magie visiblement décline de génération en génération. C'est-à-dire que le seul pouvoir de Kiki, c'est de voler sur un balai. Comment est-ce qu'elle va servir sa ville avec ça? Elle va devenir une sorcière livreuse. Kiki la petite sorcière, ça va vraiment être un roman tranche de vie, chaque tome a un petit peu son fil rouge, mais on va surtout suivre Kiki qui va rencontrer les habitants de la ville au fil de ses livraisons, elle va tisser des liens avec eux, elle va vivre des aventures avec eux, et au fur et à mesure, on va la voir grandir et évoluer, non seulement en tant que sorcière, mais aussi en tant que jeune fille. Les 2 tomes, je les ai beaucoup aimés, c'est des lectures super douces, donc moi ça me change un petit peu, mais c'est pas des lectures niaises pour autant. Et surtout, il y a quelque chose de profondément humain qui se dégage de toutes les petites histoires. Et je dis que ça me change de mes lectures habituelles, mais c'est pas juste une question de ton. Je lis rarement autre chose que des romans occidentaux. Eiko Kadono est japonaise, donc elle écrit avec une culture, des références, des inspirations japonaises. Et si vous n'êtes pas habitué, c'est vraiment dépaysant. Et dépaysant dans le meilleur sens possible du terme. Par exemple, le rapport de la culture japonaise aux saisons et à la maturité est super intéressant. Même chose pour les rapports entre les générations ou les rapports entre genres. Mais même d'un point de vue purement narratif, une autre culture, c'est d'autres tropes, c'est d'autres archétypes de personnages, c'est d'autres structures de récit. Et ça, c'est super rafraîchissant. Dans un style un poil différent, j'avais eu une réaction un petit peu similaire quand j'avais lu Le problème à 3 corps, qui a été écrit par un auteur chinois et qui du coup avait une façon de traiter les personnages vraiment différente de ce que je connaissais. Bref, un conseil pour tous ceux qui veulent élargir un petit peu leurs horizons en tant qu'auteur, lisez des textes étrangers. C'est un super moyen de trouver des nouvelles perspectives créatives. Jurassic Park de Michael Crichton, qui est, si je ne dis pas de conneries, le seul bouquin ce mois-ci qui ne parle pas de magie en déclin. Vous saviez peut-être que Jurassic Park était un livre à la base, mais est-ce que vous saviez que Crichton l'avait d'abord écrit comme un script de film, et que, voyant que son script se faisait remanier à tout va, il a fini par se dire que, il allait faire sa version en bouquin. C'est pas très important, mais c'est un peu drôle. Faut savoir que je suis très fan du film de 93, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que j'allais être dépaysé? Est-ce que j'allais retrouver ce qui m'avait fait un petit peu vibrer dans le film? Est-ce qu'il fallait que je retrouve ce qui m'avait fait vibrer dans le film? Alors j'ai lu et j'ai complètement accroché. La première chose à savoir, c'est que le bouquin a quasiment rien à voir avec l'adaptation en film. Les grands axes sont les mêmes, mais la vibe est quasiment à l'opposé complet de ce qui a été fait avec le film. Parce que là où Jurassic Park le film est un divertissement popcorn, le meilleur divertissement popcorn ever, mais quand même, Jurassic Park le livre est un thriller de hard SF. Donc on suit toujours des scientifiques en train de crapahuter sur une île remplie de dinosaures, mais l'histoire est plus crue et surtout, l'aspect scientifique est poussé à fond. Déjà c'est du biopunk, donc de la SF basée sur la biologie, mais on a aussi de la théorie mathématique, de l'archéologie, de la météorologie, de la virologie, et tout ça c'est traité de façon super pointue. Ou du moins, c'est l'effet que ça donne quand on lit le bouquin. Attention, je suis pas en train de dire que le livre est pas vraiment pointu scientifiquement, mais je dis juste qu'il l'est sûrement moins que ce qu'on pourrait croire au premier abord. En fait, il y a un truc que Jurassic Park fait mieux que 90% des bouquins de SF que j'ai lus, c'est l'immersion. Le livre est vraiment travaillé pour te faire vivre la fantaisie du scientifique dans un univers de SF. Et pour ça, il repose énormément sur le principe de Berkoff, qui dit grosso modo qu'il suffit qu'une information soit présentée de manière visuellement scientifique pour qu'on y croie. Vous voulez une preuve? Il n'y a pas de loi de Berkoff, je l'ai inventé. Mais vous y avez cru parce que je vous ai montré un graphique. On associe tellement les tableaux, les graphiques, les diagrammes à l'univers de la recherche scientifique que quand on en voit un, notre cerveau se dit « Ok, là je suis face à quelque chose de scientifique et pointu ». Alors que vous êtes devant un tableau qui répertorie le nombre de M&M's de chaque couleur dans un paquet. Et dans Jurassic Park, ça marche trop bien. On est vraiment dans l'ambiance, on est un scientifique en blouse blanche dans le labo. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous écrivez, il faut vous demander ce que vous voulez faire ressentir au lecteur et tout faire aller dans ce sens-là. Pas juste le contenu du texte, mais aussi sa forme. Bref, énorme coup de cœur pour Jurassic Park pour la 2e fois de ma vie. Alors bien sûr, j'ai quand même 2-3 trucs à reprocher au livre, le rythme s'essouffle un petit peu parfois, on a un bon gros ventre mou au niveau du 2e acte, l'épilogue est un petit peu maladroit aussi, mais dans l'ensemble ça reste une pépite absolue et je pense que si je dois faire un top à la fin de l'année de mes lectures, il sera sûrement dedans. La cuisine des ogres de Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae. On va finir avec un segment un petit peu plus court parce que je pense que la cuisine des ogres, j'aimerais bien en parler dans une vidéo à part, un de ces 4. Donc pour faire la version courte, c'est une série BD d'anthologie, le 2e tome vient de sortir, et ça se déroule dans l'éponyme cuisine des ogres qui est une sorte d'immense complexe gastronomique géré par et pour des créatures de contes, principalement les ogres.
Et la construction de l'univers est absolument folle, parce que la cuisine des ogres est un endroit tellement dantesque, presque dans le sens premier du mot d'ailleurs, qu'on peut passer 2 tomes dessus sans en avoir exploré un 10e. Et surtout, tout dans la BD est conçu autour de l'établissement. Par exemple, les personnages principaux logent sur les rives du lac Vaisselle, c'est là qu'atterrissent tous les trucs à laver après les services. Et partout où ils vont, il y a des sources de bouffe fantastiques, genre des œufs de kraken utilisés comme du caviar pour géants, ou mon petit préféré, les cabanes de pâtis sorcières que ces saloperies cauchemardesques construisent pour attirer des mômes à la Hansel et Gretel, comme des araignées tissent d'étoiles pour choper des insectes. C'est une super leçon de world building organique et je vous conseille les 2 tomes sans hésiter. Et le reste, je vais le garder pour plus tard. Et voilà pour lecture d'avril. Je vais pas m'éterniser parce qu'il fait chaud. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres dont on a parlé aujourd'hui, ou même à m'en recommander. Et moi là-dessus, je vous dis au mois prochain, peut-être en temps et en heure, qui sait. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Abonnement, pouce, là, je partage.